Bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Michèle Landry, je suis professeure de sociologie à l'Université de Moncton et titulaire d'une nouvelle chaire du Canada sur la francophonie canadienne et le pouvoir. Alors, ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Nous avons donc un panel très diversifié. Je pense que ça va contribuer sans aucun doute à la richesse des discussions qui ressortiront de ce panel. Alors, je vous présente tout d'abord Diane Adam, qui est membre, qui est présidente du conseil de gouverneurs de l'Université de l'Ontario français. Elle est native de l'Est ontarien. Elle détient un doctorat en psychologie clinique de l'Université d'Ottawa. Au cours de sa carrière, Mme Adam a pratiqué comme psychologue. Elle fut professeure de psychologie à l'Université Laurentienne ainsi que vice-rectrice adjointe à l'enseignement et aux services en français de cette même université. Elle fut principale du Collège universitaire Glendon et bien sûr commissaire aux langues officielles du Canada de 1999 à 2006. Diane Adam est membre de l'Ordre du Canada, chevalier, ou je ne sais pas si on a le droit de dire chevalière, mais de l'Ordre de la Pléiade de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, chevalier de l'Ordre des Palmes académiques de la République française. Elle détient également des doctorats honorifiques des universités McGill, d'Ottawa, Saint-Paul, de Moncton, Laurentiel et du Collège Boréal. Alors, je pense que ces distinctions témoignent de sa riche carrière. Nous avons aussi Rémi Légère, qui est professeur agrégé de sciences politiques à l'Université Simon Fraser et directeur de la revue Francophonie d'Amérique. Il est spécialiste des minorités francophones à l'extérieur du Québec et des politiques linguistiques canadiennes. Il a publié une vingtaine d'articles et de chapitres, en plus de co-diriger un ouvrage d'introduction à la science politique conçu pour les étudiants et les étudiantes des institutions francophones à l'extérieur du Québec, le Canada dans le monde, acteurs, idées et gouvernance, publié à l'Université de Montréal en 2019. Et Rémi est ici surtout aussi pour nous parler de ce qui se passe à l'international. Nous avons avec nous aujourd'hui aussi Mariette Muller. Elle est présidente, directrice générale du World Trade Center Winnipeg, l'organisation principale en commerce international au Manitoba. Elle a mené une carrière dédiée au développement d'initiatives économiques et d'échanges commerciaux. Elle est la directrice fondatrice de 3 organisations qui sont clés au développement économique manitobain. Madame Muller a récemment été nommée vice-présidente du conseil d'administration de la Way Trade Centers Association et elle est aussi membre du conseil d'administration de la Banque du Canada et de TV5 Canada-Québec. Elle joue un rôle de leader au sein de la communauté francophone au Manitoba ainsi qu'à l'échelle nationale et internationale. Mariette Muller s'est vue décerner de nombreux prix, l'Ordre des francophones d'Amérique en 2010, la médaille du jubilé de diamant de la reine Élisabeth II, le prix d'excellence par le commissaire aux langues officielles, ainsi que le prix Riel et prix Maurice Gauthier en 2017 et reconnaissance de son engagement dans la promotion de la dualité linguistique au Manitoba et au Canada. Nous avons aussi avec nous aujourd'hui Aïssa Naïtou, qui est avocate et directrice de la clinique juridique du Centre francophone de Toronto depuis 2004, exerçant en droit de l'immigration et en droit des cliniques. Membre de la Société honorifique de Common Law de l'Université d'Ottawa, Maître Naïtou est vouée à la défense des droits linguistiques des francophones. Elle est l'une des membres fondatrices de la première maison d'hébergement pour femmes francophones à Toronto et ancienne membre du comité des services en français de la ville de Toronto. Elle siège au comité consultatif provincial sur les affaires francophones. Elle est titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'Université de Toronto et d'un baccalauréat en droit de l'Université d'Ottawa. Et finalement, non le moindre, Jean-Marie Veiné, qui est coordinateur de Coalition des Noirs francophones de l'Ontario, photojournaliste et acteur communautaire pluridisciplinaire. Il s'implique dans le milieu communautaire et la francophonie depuis plus de 20 ans dans la grande région de la capitale nationale. Il a étudié à l'Université Saint-Paul à Ottawa en communication sociale. Alors, pour commencer, je donnerai la parole à Rémi Légère qui nous a préparé donc un exposé de ce qui des politiques linguistiques ou des régimes linguistiques dans différents endroits dans le monde. Ce qui est prévu. Donc, bonjour.
Bon après-midi, je m'appelle Rémi, je ne suis chevalier de rien, je n'ai pas de doctorat honorifique non plus. J'ai envie de vous dire, de remercier Linda et Martin de leur invitation, mais la vérité, c'est faut que je les remercie de m'avoir passé une commande. Et donc, la commande, c'était de placer la relation Québec-francophonie canadienne en rapport avec des cas internationaux, de comparer ce qui se passe en contexte canadien avec ce qui se passe à l'international. Et donc, je vais, dans 7 ou 8 minutes, essayer de contraster les pratiques canadiennes des rapports Québec-Canada avec ce qui se passe dans quelques pays européens. Et donc, mon intervention va principalement porter sur un thème qui a été mentionné ce matin, de la solidarité entre francophones, particulièrement solidarité entre le gouvernement du Québec et la francophonie canadienne. Et je veux essentiellement dire deux choses. La première chose est que, pour moi, la solidarité du gouvernement du Québec à l'endroit de la francophonie canadienne doit se manifester bien au-delà de la politique du Québec en matière de francophonie canadienne. Donc, en plus d'une politique en matière de francophonie canadienne, que je pense qu'est tout à fait nécessaire, pertinente et utile, je pense que le gouvernement du Québec doit se réinvestir dans la question des langues officielles au pays, y compris les régimes linguistiques canadiens, les tensions qui peuvent exister dans la coexistence de ces régimes linguistiques. Et notamment, le gouvernement du Québec, je pense, doit se réinvestir dans le dossier de la loi sur les langues officielles et la modernisation de cette loi. La loi sur les langues officielles est une loi canadienne qui concerne tous les Canadiens et toutes les Canadiennes, y compris les Québécois et les Québécoises. Et je pense que l'absence du Québec ou le manque d'intérêt du gouvernement du Québec pour cette loi, pour la modernisation de cette loi, font que de plus en plus, la loi sur les langues officielles est vue comme une loi exclusivement qui concerne les minorités francophones et la minorité anglophone au Québec, et non plus une loi canadienne qui concerne tous les citoyens et toutes les citoyennes du pays. Donc, présenter la loi sur les langues officielles comme une loi qui concerne les minorités uniquement, je pense, contribue à dévaloriser l'égalité du français et de l'anglais au pays, contribue à dévaloriser aussi la dualité linguistique dans la vie politique canadienne. Et donc, si le Québec veut appuyer la francophonie canadienne, une façon de le faire, c'est de se réinvestir dans les questions qui touchent aux langues officielles, ce qui va, je pense, bien au-delà de la dynamique particulière de la politique. Donc, par exemple, dans le dossier de la révision de la loi sur les langues officielles, le Québec et la francophonie auraient intérêt à s'allier pour convaincre le législateur fédéral de reconnaître, par exemple, et ça a été dit ce matin par plusieurs intervenants déjà, que c'est le français au Canada qui est la langue minoritaire. Donc, essentiellement, on revient à cette idée de l'asymétrie. Je pense que l'idée de l'asymétrie est mise de l'avant par la FCFA et d'autres acteurs de la francophonie canadienne, mais on aura beaucoup plus de poids si on peut s'allier avec le gouvernement du Québec pour convaincre le législateur fédéral de reconnaître que le français, c'est la langue minoritaire au pays, que c'est la langue qui mérite une protection. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. C'est essentiellement que le Québec doit en faire plus, je pense, que sa politique en matière de francophonie, qui doit se réengager dans la question beaucoup plus globale des langues officielles au pays. La deuxième chose, c'est que le gouvernement du Québec, en élaborant sa nouvelle politique, je pense, aurait intérêt à étudier des modèles européens qu'on pourrait nommer de solidarité ethno-nationale ou des modèles de solidarité linguistique. Donc, par exemple, la solidarité qui existe entre le gouvernement du Danemark et la minorité danoise dans le nord de l'Allemagne, la solidarité entre le gouvernement de la communauté autonome du Pays basque en Espagne et les 3 provinces basques en territoire français, la solidarité entre le gouvernement de la Hongrie et les minorités hongroises en Serbie, en Roumanie, en Slovaquie, en Ukraine, ou encore la solidarité qui existe entre les gouvernements de l'Irlande et l'Irlande du Nord à l'endroit de la langue gaélique, du gaélique irlandais. Donc,
C'est difficile, évidemment, d'être contre la solidarité. Je pense que tout le monde dans cette salle-là, il n'y a personne qui va, si je pose la question, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre la solidarité, il n'y a personne qui va lever la main. Je veux dire, je pense qu'on veut tous de la solidarité, puis on veut tous davantage de solidarité. Mais pourtant, la solidarité n'est pas une constante. La solidarité va s'intensifier ou la solidarité peut aussi se résorber. Il y a exactement un an aujourd'hui, le 15 novembre 2018, le recteur de l'Université d'Ottawa le mentionnait ce matin, le gouvernement Ford coupait le financement à l'Université de l'Ontario français et abolissait le commissariat aux services en français. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, la solidarité entre francophones au pays a connu, on pourrait dire, une certaine apogée. Le gouvernement du Québec s'est montré solidaire, et on le sait tous, des Franco-ontariens, notamment avec ce tête-à-tête qui a eu lieu entre M. Legault et M. Ford. Et les francophones ailleurs au pays aussi se sont montrés solidaires des Franco-ontariens. Des marches de solidarité ont été organisées de l'est du pays, là-bas jusqu'à Vancouver. J'ai participé à une marche à Vancouver en soutien aux Franco-ontariens. Mais un an plus tard, aujourd'hui, donc le 15 novembre 2019, qu'en est-il de la solidarité entre francophones? Disons qu'elle s'est dissipée, ou mon collègue Martin Normand dirait qu'elle est en rémanence, elle a été mise en veille, elle est non plus à l'avant-plan. Et donc la question, c'est à savoir comment soutenir et maintenir une solidarité francophone. Et c'est sûr qu'il faut avouer que la solidarité a une dimension affective qu'on ne peut pas formaliser dans une politique publique. Donc, en situation de crise, la solidarité sera plus intense et sera plus répandue, comme le cas du Jeudi noir en Ontario. Or, je pense que la solidarité a aussi une dimension morale, et c'est cette dimension, je pense, qui devrait nous intéresser, ou qui devrait intéresser les rédacteurs de la nouvelle politique québécoise en matière de francophonie canadienne. Et donc, comment formaliser cette dimension morale de la solidarité, comment la consigner dans une politique de soutien à la francophonie canadienne. Et je pense que les modèles européens de solidarité ethno-nationale et linguistique peuvent nous offrir des leçons, peuvent nous offrir des pistes pour réfléchir à cette solidarité morale entre gouvernement du Québec et francophonie canadienne. Ces modèles sont de nature transfrontalière, c'est-à-dire qu'un gouvernement appuie des institutions ou des organismes qui sont voués à la promotion de la langue et de la culture outre-frontières. Comme le cas basque ou le cas danois ou le cas hongrois, ou dans d'autres cas, lorsqu'on parle de solidarité ethno-nationale ou linguistique, ce sont deux gouvernements qui collaborent, comme le cas des gouvernements irlandais et du nord de l'Irlande du Nord qui collaborent, qui ont créé une institution commune afin de faire la promotion de la langue gaélique. Donc ici, je donne quelques exemples rapidement, puis je termine. Donc, par exemple, le gouvernement de la communauté autonome basque a apporté des aides financières importantes aux associations au Pays basque français, en plus de servir d'exemple et d'inspiration pour les Basques en territoire français face au gouvernement français, un gouvernement, vous le savez, qui n'a pas toujours été très ouvert aux langues régionales et minoritaires. Donc aujourd'hui, la solidarité basque est formalisée dans des réseaux éducatifs, linguistiques, culturels, artistiques, touristiques et économiques. Et ces réseaux sont appuyés par le gouvernement de la communauté autonome basque. Et nous avons des collègues basques français, notamment basques français, qui ont documenté, qui ont étudié cette question, donc on pourrait aller consulter leurs études. Et dans le cas irlandais, dans le cas du gaélique irlandais, les deux gouvernements, comme je le disais, ont cofinancé la création d'une agence que je ne vais pas tenter de vous prononcer en gaélique. Et cette agence fait la promotion de l'irlandais gaélique sur l'ensemble de l'île. Donc, la création de cette agence est une marque de reconnaissance du statut minoritaire et vulnérable de l'irlandais gaélique. Autrement dit que c'est l'irlandais gaélique qui est minoritaire et qui mérite une protection et un soutien, tout comme le français au Canada, qui est la langue minoritaire et qui mérite un soutien et une protection. Donc, pour conclure, je termine là-dessus. Il existe plusieurs politiques européennes de nature transfrontalière qui, je pense, encouragent, qui facilitent, qui incitent cette solidarité ethno-nationale. Et le Québec, je pense, aurait intérêt à étudier ces modèles et à s'en inspirer dans son exercice qui constitue à repenser sa politique.
Cela étant, une politique renouvelée et bonifiée doit s'accompagner d'un réengagement beaucoup plus ambitieux du Québec. Et donc, je termine sur le premier point que je faisais. Oui, donc une politique bonifiée, mais aussi un réengagement, je pense, du Québec dans les dossiers qui touchent aux langues officielles, notamment sur la question de la modernisation de la langue officielle. Merci. Merci, Rémi. Alors, vous avez compris, hein, notre panel est asymétrique, non en importance, mais en rôle. Alors, Rémi a un rôle particulier. Maintenant, je vais passer au modèle comme le panel précédent, c'est-à-dire plus questions-réponses. La première question est, dans votre domaine d'intervention, quelles sont les principales préoccupations des communautés francophones et comment les actions du gouvernement du Québec pourraient davantage y répondre? Alors, pour la suite du panel, si Rémi veut nous apporter des points venant de l'international, il est le bienvenu. Je vais d'abord donner la parole à Mme Muller, qui peut parler aussi plus longuement sur d'autres sujets, parce que si j'ai bien compris, elle doit quitter plus tôt que prévu. Merci. J'ai fait quelques interventions aujourd'hui. Alors, vous avez une idée que le volet économique est un volet que je trouve ultra important. Même si, évidemment, on reconnaît la culture, l'éducation, c'est toutes des choses de base. Chez nous, Manitoba, on s'est battu pour avoir nos écoles françaises, puis finalement, notre division scolaire franco-manitobaine. Puis quand on a eu ça, c'est à ce moment-là qu'on s'est permis de se tourner vers l'économie. Puis c'était grand temps, parce qu'on s'était jamais organisé au niveau économique. Puis on sait bien que l'économie peut parler en soi de la valeur. Et puis c'est ce qu'on a vécu au Manitoba, ça a été la valeur économique du bilinguisme. Puis on a plein d'exemples, puis je ne vais pas vous ennuyer avec tous les exemples, mais vous pouvez juste vous imaginer que quand on peut utiliser notre bilinguisme pour aller chercher d'autres marchés, pour aller chercher d'autres clients, pour se positionner au national, à l'international, c'est évident que ça a une valeur cash. Okay? Ça parle au gouvernement. C'est vraiment important pour nous, ce qu'on a pu travailler avec le gouvernement du Québec. Ça fait longtemps qu'on travaille avec le gouvernement du Québec. On a fait des missions entre le Manitoba et le Québec. Il y a longtemps, quand c'était le premier ministre Dewar et le premier ministre Charest à l'époque. Alors, ça a commencé. Puis, première chose, volonté politique. On avait une volonté politique. Puis quand il y a une volonté politique dans les deux sens, ça rend les choses pas mal plus faciles. Alors, nous, d'inviter des gens d'affaires à nous accompagner dans ces missions plutôt politiques, mais c'était, eux autres, ils voulaient des gens d'affaires avec eux autres, parce que les politiciens avaient bien compris que quand on parle d'économie, on embarque plus de gens. Les gens comprennent parce que ça vaut la peine. Hein? On le voit tout de suite. Donc, ça serait une chose que je voudrais donner comme exemple, c'est quand le Québec peut reconnaître une volonté politique puis de le rendre facile et accessible. Une autre chose, j'ai mentionné l'exemple de RFAQ, qui est le Réseau des femmes d'affaires. Mais avant ça, on avait eu un financement, et je vais dire, ça fait à peu près 10 ans, pour nous aider à faire la promotion du Manitoba et de ses atouts économiques. Puis, monsieur là-bas là, de FCFA Québec disait promotion, promotion, promotion. Puis moi, ça, c'est la clé. Hein? Quand on sait, on est au courant, on sait que ça existe, on sait c'est quoi le plus, on sait comment est-ce qu'on peut aller rejoindre, c'est un début de faire rayonner nos atouts. Puis on avait reçu un financement pour nous permettre d'aller faire un gros splash médiatique. Alors, on avait embauché quelqu'un qui travaillait dans les médias puis qui avait accès à différents tuyaux de médias, des personnalités. Alors, on a fait des présentations à la télévision, à la radio, dans les journaux. C'était vraiment de parler de ce qu'on avait. Mais, tu sais, c'était un projet. Alors, quand le projet était terminé, c'était terminé. Autre message pour le gouvernement du Québec, c'est, je pense, Mme FJCF, vous avez parlé, non, FCCF, vous avez parlé de la pérennité. Comment l'important de... C'est tellement fatigant quand nos gouvernements nous disent « Bien, on peut juste vous financer une fois, c'est projet seulement, il ne faut pas que vous dépendiez sur le financement. » Franchement, un petit projet, ça ne va pas continuer, ça ne va pas avoir la pérennité que ça a besoin. Puis on sait tous que dans des liens, puis vous avez parlé, là, je ne me rappelle plus qui a parlé de les relations personnelles sont au cœur des projets qui arrivent. Si on s'entend bien avec quelqu'un,
on va vouloir travailler avec la personne, puis on va vouloir continuer, puis on va vouloir se découvrir davantage. Puis après ça, un projet va se manifester. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, prochain message au gouvernement du Québec, c'est s'assurer qu'on puisse continuer, que ce n'est pas juste un one-time deal une fois, puis là, on a fini. Alors ça serait le genre de choses. Pour nous, on croit beaucoup que l'économie a un rôle vraiment important à jouer. On trouve que les liens personnels sont importants, la promotion, puis le fait qu'on peut continuer. Ce n'est pas juste une fois, puis c'est terminé. Merci. Merci. Qui veut prendre la parole? Madame Adam? Oui. D'abord, je tiens à remercier le gouvernement du Québec d'organiser ces événements, cette consulte et cette concertation pour vraiment y construire avec nous un narratif porteur, en fait, de prospérité, je pense, pour toutes les francophonies au Canada. Alors, évidemment, moi, je me mets du point de vue, je ne peux pas m'empêcher. J'écoutais Rémi présenter les langues officielles, puis ça, c'est mes vieilles amours. Alors, je peux pas, mais peut-être que je vais me porter mon petit chapeau d'ancienne commissaire de temps en temps, mais j'ai également parlé de l'université, bien sûr, qui est mon dernier amour. Alors, puis, je pense qu'on est devenu un symbole, cette université de l'Ontario français. Et je ne sais pas comment ça va rentrer dans notre ADN, mais je disais comment on va, est-ce que ça va être résilience, solidarité, mais il va y avoir 3-4 mots. Et je dirais audace. Parce que je pense que j'ai écouté ce matin, j'ai trouvé que toutes les personnes qui avaient parlé avaient quasiment tout dit, moi je trouvais, d'aller... on est 11 millions. Pour moi, c'est une affirmation qui va au-delà des frontières. Et j'ai trouvé que ce soit comme commissaire, comme principal à Glendon, j'y reviendrai des expériences où j'ai vécu. Et je trouvais que la francophonie, elle se définit au Canada comme une francophonie avec des frontières. C'est rien que des frontières. Et puis c'est comment en arriver, puis justement, j'aime ton message, solidarité, transfrontalier, des politiques transfrontalières. Et l'exemple pour moi le plus révélateur, je ne sais pas si je suis dans la question, je réponds à la quatrième, j'ai aucune idée, mais j'ai le goût de dire que quand j'étais à Glendon, le principal de Glendon, je ne peux pas vous dire combien de fois il y avait un bon contingent de professeurs d'origine française à l'université à l'époque. Et puis, le nombre d'activités, puis là je parle scientifiques, des soirées de poésie, des films, tout ça, qui étaient organisés sous l'égide du bureau du consul de France à Toronto. On était devenu à Glendon une vitrine de tous les artistes, les scientifiques français qui débarquaient, même des économistes, des gens du monde d'affaires. Puis là, je me disais, mais voyons, où sont nos francophones? Où est le Québec? Puis à l'époque, il y a des raisons pourquoi le gouvernement français s'installait chez nous, mais ça avait un impact structurant au niveau de notre vie intellectuelle et au niveau des travaux, au niveau de la recherche. Et c'était un moteur. Puis ça a été probablement le moment où j'ai plus réalisé que, hey, le Canada, le Québec n'est pas avec nous, puis c'est le château fort du savoir francophone, puis on n'en bénéficie pas, puis n'importe qui débarquerait à Glendon, il croirait qu'on est une antenne de la France. Et ça, pour moi, ça me dérangeait profondément. Et donc, pour moi, il y a eu des concepts qui ont été dit ce matin, c'est comme un avantage français pour le Canada, le devoir d'avenir, mais moi, je pense que c'est ça que j'aimerais que cette politique représente pour les francophones. Et j'aimerais dire qu'un enjeu qui m'agace royalement, c'est que la prédominance de l'anglais ne se fait pas seulement sentir dans les communautés francophones et acadiennes, comme langue, la lingua franca en sciences. Ça peut faciliter des collaborations internationales, permettre aux chercheurs, bien sûr, de rayonner, de se donner une notoriété, etc. Mais il est bien important de se trouver un équilibre
entre cette reconnaissance internationale et le rôle fondamental d'une université de contribuer à sa communauté, en l'occurrence la communauté francophone. Puis moi, quand je regarde tout ce qui se passe dans le monde universitaire de création et de mobilisation du savoir, ça se conjugue de plus en plus en anglais. Il y a de moins en moins de revues scientifiques, puis on dirait bien même que la France épouse, mais ce n'est pas une excuse. Qu'est-ce que nous, on peut faire? On a 11 millions, puis nos établissements, il y en a beaucoup, des collèges. Qu'est-ce qu'on pourrait se donner pour dire, on prétend que les jeunes écrivent pas bien en français, mais si les intellectuels et les universitaires dans plusieurs disciplines n'écrivent même plus en français, je vois difficilement comment les jeunes vont pouvoir écrire. Ils vont avoir la langue de la traduction que nous autres, au fédéral, on connaît très bien, que c'est le français, c'est pas une langue. Moi, je voudrais que nos universitaires puissent revaloriser le fait d'écrire en français. On est en train de penser une nouvelle université, puis on se dit, bien, qu'est-ce qu'on va donner comme incitatif à nos profs pour qu'ils produisent en français? Mais ça, on ne peut pas faire ça, une petite université à Toronto, OK, avec 2000 étudiants. Il va falloir faire ça avec le Québec, il va falloir faire ça avec toutes les francophonies. Alors moi, j'inviterais, puis c'est incroyable, j'ai des histoires où on a une entente, il y a une université que je n'aimerais pas, qui a une entente avec une université de France, en France, et puis le jeune, il s'en va pour sa 3e et 4e année en France pour découvrir que tous les cours sont offerts en anglais. Alors que nous, on offre des programmes en français, puis on s'efforce en milieu minoritaire de le faire. Alors, je vous dis, c'est comme... Alors, moi, je vous invite, j'ai appris un concept récemment, puis j'ai beaucoup aimé. J'aimerais qu'on relance une approche franco-responsable dans le secteur universitaire au pays. Puis, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais moi, j'ai appris ça récemment, mais ça vient du monde du commerce. Et puis, c'est un peu dans la foulée du mouvement éco-responsable. Puis, et c'est le secteur du tourisme de Québec-Ville qui a démarré ça. Il y a même plus d'une décennie, puis ça existe même une marque franco-responsable dans les commerces. Alors, ils définissent la franco-responsabilité comme une détermination ou un engagement, je vais vraiment leur faire justice, de tout individu, de toute institution, promouvoir la francophonie sous toutes ses formes, et ça autant dans ses valeurs que dans ses traditions. Alors, j'aime beaucoup ce concept-là parce que c'est un mouvement. C'est un mouvement, un peu comme le mouvement éco-responsable. Il repose sur un engagement. Il n'y a personne qui peut s'exclure de ça, comme groupe, comme collectivité ou comme individu. Et ça nécessite aussi, c'est une interdépendance des parties prenantes. Tu n'y arrives pas à ton objectif s'il n'y a pas d'autres parties impliquées là-dedans. Et je pense que ça a vraiment un impact véritable. Et puis, c'est une conspiration pour faire ensemble, et on peut amener là-dedans, il n'y a personne d'exclu. Et puis, d'ailleurs, le Centre des Amériques, c'est le Château Laurier, je crois, à Québec, qui a parti ça. Et il a fait des collaborations avec, justement, le Centre des Amériques. Puis par des actions bien concrètes, la musique toujours en français, donne des billets gratuits pour aller voir le centre, parler aux Anglos, puis aux Américains, puis tout ce beau monde-là, d'aller visiter les centres, comme le Centre des Amériques. Alors, moi, je crois que je pense qu'il y a quelque chose. Alors, moi, ce que je voudrais imaginer, puis soutenir... par cette politique-là, des mécanismes qui sont à définir, mais un système universitaire franco-responsable à l'échelle du pays, et puis qu'on essaye entre nous, parce que je sais, moi, nos profs, ils veulent, leur objectif, c'est d'avoir un bon CV bien garni, d'être lu, etc., mais on sait en même temps qu'en faisant ça, ils oublient toute la fonction sociale, parfois. Et vraiment, la raison d'être de l'université, c'est aussi de former puis de s'occuper de nos collectivités. Alors, il faut les aider aussi pour qu'ils puissent rayonner et faire rayonner le savoir en français et créer, innover en français. Après, on peut traduire puis on peut faire les deux. Alors, ça, c'est mon premier pitch. Merci. 50% Monsieur Vianney, les principales préoccupations de votre communauté, comment le gouvernement du Québec pourrait y répondre davantage?
Pardon, je vous remercie d'abord de nous avoir associés à ce panel et à cet événement auquel je participe pour la deuxième fois et peut-être la dernière fois également comme représentant de la Coalition des Nord francophones de l'Ontario, parce que nous allons avoir notre assemblée de fondation la semaine prochaine et je compte laisser ma place à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est aussi ça ce qui est en train de changer au sein de nos communautés. Et je pense avoir essayé de faire le maximum pour essayer de créer des conditions de rapprochement. Laissez-moi d'abord dire que à cette question-là, il y aurait 3 aspects qui seraient importants à souligner. Déjà, étant né d'un pays qui a les mêmes enjeux de dualité linguistique, le Cameroun, qui est assez proche du Canada au niveau du Commonwealth et de la francophonie. La complexité dans ce pays où je suis né est que la communauté francophone est majoritaire, la communauté anglophone est minoritaire. Alors j'écoutais mon collègue de droite tout à l'heure parler de la solidarité auprès des langues. J'ajouterai à sa liste la Suisse. Je suis quand même désolé qu'il n'y ait pas mentionné le continent africain qui a un flux de solidarité linguistique. Ici, on en a 2. On se bat depuis 150 ans ou un peu plus. Je vais parler d'un pays que je connais, la Suisse, qui en a 4. L'Afrique du Sud en a 9 langues officielles. Au Cameroun, on en a 2, mais on en a 250 autres tribus, petites langues, etc., qui font des transactions entre elles. Donc, imaginez cet individu-là qui arrive ici, trouve 2 communautés, entre guillemets, fondatrices du pays qu'on appelle le Canada. Donc, dans cet antagonisme-là, comment est-ce que vous vous identifiez? Vous choisissez un camp, certainement. Donc, là, je pense que les gens qui ont fait le parcours comme le mien et qui peut-être sont nés dans un pays comme le Cameroun, où je suis né, se poseraient la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais en fait, il faut être là. Pourquoi? Parce que c'est dans ce dialogue aussi, c'est dans ce dialogue qu'on établit la solidarité. C'est avec ce dialogue-là qu'on bâtit des ponts. Et je pense que c'est ça la complexité, le fait de soutenir des entreprises comme celle-ci. Pour parler de la coalition des Noirs et les membres de la communauté Nord, je suis, si vous ne l'étiez pas au courant, nous sommes dans la région d'Ottawa-Gatineau où 73%, selon Statistique Canada, des membres des communautés minorités visibles, comme on nous appelle. Mais bon, en plus, autre chose, c'est ici que j'ai découvert que j'étais noir. Alors donc... Au Cameroun, on dirait autre chose. Alors, ben, on vit avec ça. Et puis, ben, dans cette région ici, nous en avons depuis 2006 à 2016, donc selon les statistiques de Statistique Canada, nous avons au moins 73% des membres de la communauté. Cette communauté est la majoritaire. Il y a 60 000 personnes issues qui viennent d'Afrique, qui sont ici, et donc comme des nouvelles personnes. Alors, la question est de savoir qu'est-ce que nous faisons pour être capable d'encadrer ces gens-là. Moi, je suis là depuis un quart de siècle. Mes enfants sont nés ici. C'est ici où j'ai appris presque plein de choses. Alors, il faut penser à ce genre de plateforme pour créer l'avenir pour les autres, comme les communautés avant nous l'ont fait. Donc, c'est important d'être pour nous dans cette dynamique-là. Et si nous avons le soutien d'un gouvernement, d'une province comme le Québec, c'est encore un atout favorable. Donc il faut accentuer cet aspect-là pour 3 choses. Pour non seulement créer cette dynamique au niveau de la communauté francophone, francophile et toutes les autres dans leur diversité. Renforcer l'aspect économique que Mme Adam vient de nous souligner et puis encourager les individus comme nous et les autres à être au niveau, à assumer des rôles de leadership au niveau des entreprises, au niveau médiatique, au niveau des gouvernements, se présenter, être représentatif en fait, et puis être des ambassadeurs et des ambassadrices de cette culture forte franco-ontarienne ou canadienne et québécoise ici et à l'extérieur. Voilà. Donc pour cette première question, je m'arrêterai là, sans oublier
le fait que dans les milieux scolaires, par exemple, nous en avons 50% des élèves qui viennent de ces pays-là. Nous avons 8% qui viennent d'Haïti. Et ce serait donc important. Et toutes ces générations, première génération comme moi et mes enfants, deuxième génération, constituent 37% de la population dans nos écoles. Alors donc, est-ce que c'est un capital humain à considérer? Et en fait, je termine avec ça. Au moins une quinzaine d'écoles dans la région de la capitale ici fermeraient si on n'avait pas ces gens-là. Alors, je pense que c'est important pour le Québec de soutenir cette démarche-là et c'est la raison pour laquelle je voulais partager ce premier point-là. Je vous remercie. Merci. Madame Dantou? Moi, je parlerai du point de vue de l'organisme pour lequel je travaille, le Centre francophone de Toronto. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un centre multidisciplinaire qui offre des services en santé primaire, santé mentale, services juridiques, services d'établissement aux nouveaux arrivants francophones, des services d'emploi, parmi d'autres services. Je vois mon ancien patron, Jean-Gilles Pelletier, qui est assis là, c'est lui qui m'a embauché il y a 15 ans de cela. Pour retourner au modèle du centre francophone, donc c'est ce qu'on appelle en anglais un one-stop shopping, où le francophone qui vient à Toronto trouvera facilement une porte d'entrée pour les services en français. Alors, l'idée, c'est d'offrir toute une gamme de services holistiques à la communauté francophone, toujours dans l'optique de les encourager à vivre en français à Toronto, qui est une ville anglophone. Donc, pour ce qui est des préoccupations de la communauté qu'on représente à Toronto, nous faisons beaucoup affaire avec des nouveaux arrivants, des immigrants francophones, qui, dès l'entrée, doivent nécessairement être aiguillés vers les services en français afin d'avoir une bonne intégration dans les communautés francophones qui existent. La question de manque de soutien et d'investissement, ce matin, on a parlé la FCFA a soulevé la question de ressources financières. Il faudra que le Québec s'assure que les ressources financières sont là si on veut vraiment aider le reste du Canada avec la francophonie. C'est sûr qu'avec le gouvernement Ford, on fait présentement affaire à des compressions budgétaires. À titre d'exemple, le programme provincial pour aider avec l'intégration des nouveaux arrivants francophones au centre francophone a subi des coupures. Il y a même le ministère de l'Immigration de l'Ontario qui n'existe plus. Alors, ça, c'est une réalité à laquelle on devra faire face. Et donc, si on va avoir une politique pour la francophonie à l'extérieur du Québec, c'est sûr qu'il faudra prendre en considération cet aspect-là. L'autre facteur que j'invoquerai, ce serait la diversité culturelle. Tout le monde a parlé ce matin de s'assurer de porter attention à la diversité culturelle. C'est sûr que les nouveaux arrivants qui viennent, l'immigration francophone, joue déjà un rôle important, mais qui va continuer à jouer un rôle important dans la francophonie à l'extérieur du Québec. Nous avons au Centre francophone reçu le mandat de du gouvernement fédéral d'offrir les services d'accueil à l'aéroport Pearson à partir de cette année. Et ça, c'est après plus de 10 ans de lutte avec le gouvernement. Finalement, ils ont compris que ça prend une agence qui offre des services en français par les francophones et pour les francophones pour accueillir les immigrants francophones à l'aéroport Pearson. C'est sûr qu'au début, on nous a dit, avec l'agence anglophone qui offrait ces services, qu'il n'y avait pas de francophones, pas d'immigrants francophones qui viennent. En 7 mois, on a eu presque 1500 résidents permanents qu'on a accueillis. Alors, c'est sûr que les immigrants francophones sont là et c'est une réalité. Mais avec ça, il y a la diversité culturelle. Alors, on a besoin d'une francophonie inclusive.
Il faut absolument que la politique sur laquelle on est en train de travailler renforce le sentiment d'appartenance des immigrants francophones. Ça, c'est très important, qu'il y ait une concertation avec tous les groupes, y compris les groupes immigrants, que ce soit ethnoculturels ou autres, qu'il y ait un sens d'inclusion et qu'il y ait la participation de tous ces groupes. Sinon, on risque de perdre ces immigrants francophones, et comme on le sait tous, le taux d'assimilation est très élevé dans beaucoup de régions, y compris à Toronto. Et finalement, le dernier point que j'aimerais mentionner, c'est le manque de services en français face aux attentes des populations francophones, et ceci malgré les lois provinciales. Je pense qu'il serait important, que ce soit dans le domaine juridique, que ce soit la petite enfance, l'éducation, que le Québec travaille avec les gouvernements provinciaux, qu'il y ait des ententes de coopération entre le Québec et ses gouvernements pour renforcer l'importance de l'offre active de services en français et qu'il y ait une priorité qui soit accordée à la francophonie. Merci beaucoup. Alors, je vais maintenant, pendant quelques minutes, ouvrir à la salle. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient partager dans votre domaine d'intervention quelles sont les principales préoccupations de votre communauté francophone là, et comment les actions du gouvernement du Québec pourraient davantage y répondre? Bonjour, Jean-Pierre Alexandre, je suis gestionnaire au réseau de développement d'employabilité du Canada francophone. Je voulais faire du pouce sur l'intervention de Madame Adam, qui parlait de tourisme, et puis j'allais parler de tourisme. Ça fait 2-3 ans que notre réseau a développé un projet pan-canadien. La particularité de ce projet, le corridor touristique francophone, c'est qu'il est d'une côte à l'autre, c'est-à-dire que le Québec est inclus et que c'est une chaire d'université québécoise qui a réalisé une grande partie des connaissances. Et par rapport à votre franco-responsabilité, à cette occasion a été créée une classification de services en français qui comprend 3 niveaux, qui est un modèle déposé et qu'on invite tout le monde à utiliser. C'est quelque chose qui existe, qu'on est occupé à développer. Voilà pour le tourisme brièvement, pour ne pas monopoliser la parole. Complémentairement, donc, on en est à se dire comment travailler ensemble. Nous autres, avec le réseau, on est convaincus qu'il faut qu'il y ait une part importante au projet économique à long terme. Parce que quand l'économie est là, ça permet de financer énormément de choses sur le côté qui naissent de ces relations d'affaires. Je voudrais terminer en disant que nous sommes en train de faire un projet pilote avec la Manitoba et on va travailler avec plaisir avec Mariette Muller. Il y a beaucoup de croyances d'un côté comme de l'autre, du côté du Québec, mais également du côté des provinces et territoires, sur c'est quoi la réalité des échanges. Et quand on essaie de mesurer les choses, on se rend compte qu'il y a un vide. Les données ou sont partielles, ou en tous les cas, si les données existent, la croyance populaire, elle ne correspond pas du tout à la réalité des données. Donc ce qu'on voudrait faire, c'est peut-être apprendre à mieux se connaître dans le domaine économique, de manière à bâtir des choses durables dans tous les autres sujets qui sont extrêmement intéressants, la culture, les arts, mais avant tout, je crois qu'il faut bâtir à long terme sur l'économie. En tout cas, c'est la volonté de notre réseau. Merci. Merci beaucoup. Si je peux ajouter aussi, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Mme Adam. Ah oui, Laura Pelletier de l'ACFAS. Je pense que je vais le prendre dans mes mains. Je suis trop grande pour la hauteur du micro. C'est ça, Mme Adam, de parler de l'enseignement supérieur, j'ai trouvé ça très, très intéressant, puis de l'université en général, parce que je crois que dans la politique, justement, il y aurait une place à faire à ça, parce qu'il y a très peu de ressources en ce moment. Les universités, la plupart d'entre elles, du moins, n'ont pas vraiment d'obligation à intégrer la 2e langue officielle. Donc, ce qui fait que dans certaines universités, il y a très peu d'événements en français et les étudiants, s'ils veulent faire un doctorat en français, doivent changer de province. Donc, j'ai bien hâte de discuter avec vous à ce sujet-là. Puis, j'ai beaucoup aimé l'intervention aussi de M. Vianney parce que ça me faisait penser que dans nos antennes régionales à l'ACFAS, il y a vraiment un grand leadership
des différentes communautés, comme l'ACFAS Manitoba a été fondée par un professeur qui arrivait du Sénégal. Puis vraiment, on voit le leadership de toute cette diversité-là. Donc, merci. Bonjour. Je peux emmener une question plus qu'un commentaire? Oui, il faudrait que les panélistes y répondent brièvement, mais oui. Okay. Très bien. Bien, Félix Mathieu, étudiant en sciences politiques au doctorat à l'UQAM. Merci beaucoup, tous les panélistes, vraiment aujourd'hui, des riches réflexions. Avant ma question, une petite réflexion, 2 concepts m'apparaissent très intéressants qui ont émergé aujourd'hui et je nous invite à les mobiliser dans le discours, voire à tenter d'influencer le développement d'une politique publique au Québec qui reprendrait cette notion-là. La première, celle d'un devoir d'avenir que je trouve vraiment très porteuse, qui fait référence à cette trajectoire, mais également à un devoir intergénérationnel à l'endroit de la diversité, à l'endroit des personnes qui ne sont pas encore nées, effectivement, mais pour un projet d'avenir, finalement, des horizons à long terme, mais également le concept de franco-responsabilité que je trouve vraiment merveilleux et je vous invite à le mobiliser. Ma question irait plus précisément à Rémi. Je trouve les comparaisons toujours très instructives, toujours très intéressantes. Les comparaisons qu'on amenait ici avec l'Irlande ou le Danemark faisaient... je ne suis pas certain si finalement c'est les bonnes comparaisons parce qu'ils jouent un rôle d'État-parent. Je me dis par rapport au Québec, est-ce que c'est effectivement le rôle que le Québec peut jouer dans l'horizon de la francophonie canadienne? Est-ce qu'on n'aurait pas habilité pleinement le vocabulaire, la grammaire, le lexique du fédéralisme pour parler de partenaires, comme on parle depuis le début de la journée, où l'idée, c'est qu'évidemment, il y a de l'asymétrie dans les rapports de force, mais en empruntant le vocabulaire, la grammaire du fédéralisme, du partenariat, de l'association, de la collaboration, je pense que c'est plus porteur que de faire référence à des projets d'État parent, d'un État souverain, finalement, qui, par les moyens de sa souveraineté, en vient à favoriser l'épanouissement d'une langue minoritaire dans un autre contexte souverain. Merci. La prochaine question porte justement plus précisément sur la solidarité, puis comment appuyer une solidarité, puis comment faire pour que ces rapprochements durent dans le temps. Alors, Rémi, si effectivement tu voulais répondre à la question, ça répond aussi peut-être avec une perspective internationale à la prochaine en même temps. Là. Très bon. Je ne te voyais plus dans la salle. Excellent point. L'idée, c'était de voir des modèles européens desquels on pourrait s'inspirer. Et l'idée, ça a été d'aller voir des modèles, comme tu le notes, d'États parents, essentiellement avec des membres de la communauté qui se trouvent du mauvais bord de la frontière, pour des raisons historiques. Et ces modèles, je pense qu'on peut en tirer des leçons, mais cela étant, ces modèles ont aussi leurs limites, comme tu le soulignes. L'enjeu, en effet, c'est que... Comment dire? C'est que le Québec et la francophonie canadienne ont une histoire compliquée. Si on était sur Facebook, on dirait « complicated », comme statut de relation. Parce que, historiquement, le Québec a eu ce rapport d'État-parent au reste des Canadiens français et un rapport complexe avec les Acadiens, historiquement. Tandis qu'aujourd'hui, est-ce que le Québec est un État-parent pour le reste des francophones? Non, mais il reste qu'on est membre d'une même fédération jusqu'aux dernières nouvelles et qu'on gravite dans les mêmes arènes politiques. Et donc, voilà l'idée d'aller voir des modèles européens où qu'on a des collaborations avec des gens d'outre-frontières qui sont nos frères et sœurs, nos cousins, cousines, bref, des gens qui font partie de la même communauté. Et je pense que le message ici, c'est qu'on est tous francophones du Canada, on habite dans ce pays fédéral qui a ses particularités, et il y aurait peut-être intérêt à penser comment on peut être plus solidaires les uns envers les autres dans le modèle actuel fédéral. Mais tu as tout à fait raison de nuancer le rapport État-parent, parce que ce n'est pas exactement la dynamique qui existe en contexte canadien. Merci, Rémi. Alors, la prochaine question, on en a déjà beaucoup parlé de solidarité. La prochaine question porte sur comment le gouvernement du Québec peut appuyer l'émergence de la nouvelle solidarité entre les francophones au Canada et dans votre domaine d'intervention, bien entendu, et comment faire pour que ce rapprochement dure dans le temps. Mais le deuxième volet de la question porte aussi sur à
quoi il faut être particulièrement sensible pour favoriser les échanges entre le Québec et les communautés francophones? Parce qu'on l'a vu dans l'actualité, hein, il y a des sensibilités à l'extérieur du Québec et au Québec auxquelles il faut être attentif. Alors, je vous inviterai, vous êtes nombreux et le temps file, à essayer de répondre quand même assez directement à la question, s'il vous plaît. Madame Muller en premier. Je pense que la plus grande sensibilité qu'il faut vraiment surveiller, c'est le discours politique versus le discours des citoyens. Puis, parfois, quand la politique s'ingère trop dans le discours, prend trop de place, c'est un peu repoussé par d'autres politiciens ou par, disons, la majorité anglophone. Si ça vient d'un citoyen, puis on voit des choses comme les films, puis la culture, d'autres façons, puis que c'est pas dans le discours politique, je pense que ça, c'est une sensibilité, de juste faire attention que ça vienne pas seulement ou même trop, ou même du tout, du côté politique, que ça soit des actions au niveau du citoyen. Merci pour la réponse très concise. On peut changer l'ordre, hein, peut-être. Madame Naotou, voulez-vous y aller en premier? En deuxième? Oui, merci. Pour répondre à la question sur la solidarité, encore une fois, je vais prendre l'exemple de la situation à Toronto. Je pense que les ententes de partenariat beaucoup plus actifs sont de mise. Et je pense notamment à des programmes de coopération et de soutien aux groupes professionnels. Comme chez nous, on a des groupes professionnels, des médecins, des infirmières, des avocats. Et la formation en français, c'est un élément très rare. Et je pense que les opportunités pour l'échange et la formation, ça serait intéressant dans ces domaines-là. Concernant la question à savoir à quoi faut-il être particulièrement sensible, je retourne au point de la diversité culturelle des francophones et des francophiles. Je pense que le Québec a ses propres valeurs sociales concernant les immigrants et l'immigration, mais je pense aussi qu'il faudra, lors de l'élaboration d'une politique en matière de francophonie, essayer de réconcilier ces valeurs avec celles qui peuvent ne pas être les mêmes dans le reste du Canada. Mm-hmm. C'est intéressant. Je ne sais pas, Monsieur Vianney? Alors, qu'est-ce que moi je dirais à ça? Je pense que par chez nous, on dit quoi? Que la beauté d'un tapis vient de la diversité de ses couleurs. C'est un dicton de mon père spirituel, Amadou Ampateba. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que je pense qu'à cette question-là, je pense que nous devrons mettre l'accent sur de parler des identités francophones du Canada, parce qu'elles sont plurielles, et d'essayer de nous éviter les barrières que nous avons mises, franco-ceci, franco-cela, pour les individus, comme j'ai dit au début, comme nous, qui sommes les nouveaux membres, la nouvelle génération dans cette francophonie-là, ça risque de nous perdre. On risque de perdre des gens comme ça, parce que ça risque de devenir comme un jargon pour certains de s'identifier, en fait, où nous sommes dans une université ici où parfois les académiciens ont leur façon de définir leurs propres choses. Et qu'est-ce qu'il faut donc penser, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Donc il faut innover au niveau de la terminologie hors Québec. Ce genre de discours-là, je pense que ça commence à devenir un peu, permettez-moi l'expression, ringard. Donc mettons-les de côté et puis trouvons les nouveaux termes, et utilisons notre savoir pour créer des termes unificateurs. Si je peux terminer en 30 secondes, au Cameroun, ils ont trouvé un moyen de développer ils ont trouvé un statut particulier pour la minorité, la minorité anglophone. Mais est-ce que ça suffit? Je pense que non. Mais peut-être c'est l'exemple du Kenya, qui est un pays qui ne fait pas face à ces difficultés-là. Eux, ils ont investi dans les identités des communautés, en fait, au lieu d'investir dans les identités linguistiques. Intéressant.
Madame Adam. Oui. Je pense que le Québec constitue le bastion universitaire francophone, je l'ai dit, je le répète, tant dans le nombre d'universités, le nombre de programmes, le nombre de profs, le nombre d'expertises. C'est vraiment une ressource fondamentale. Et quand on regarde qu'est-ce qu'on a à l'extérieur, pour ce qui est des universités autonomes francophones, on va avoir la première après Hearst, qui est quand même une université de langue française, mais va devenir autonome aussi avec nous. Et ailleurs, bien, il y a Moncton, bien sûr, mais je pense qu'il faut avoir vécu dans les universités, dans les autres provinces, pour réaliser qu'elles soient bilingues ou francophones, pour réaliser qu'on est à couteau tiré au niveau de nos ressources. Et puis, on n'a pas beaucoup de possibilités de renouvellement. Et les profs ont besoin de se renouveler, ils veulent participer à des études doctorales, etc., avoir des étudiants supervisés, tout ça. En ce moment, l'université démarre, puis on a un professeur, en fait, on a déjà un premier étudiant doctoral qui est supervisé. Alors, pour dire, puis c'est un étudiant du Québec. Alors, je me dis, c'est quand même intéressant, cette nouvelle université nous a permis un peu. Puis je dis, le Québec, dès le départ, puis c'est pas juste après la crise qu'il y a eu une solidarité, tout de suite se sont très intéressés. Et c'est peut-être le modèle qu'on a choisi de faire. On a consulté beaucoup pour découvrir qu'il y avait un appétit incroyable au sein de nos universités, francophones, même anglophones du Québec, puis bilingues et francophones au pays, pour un genre différent d'université. Non pas basé sur la compétition, mais sur la collaboration. Et moi, je pense que j'aimerais qu'on invente ensemble, on a dit dans notre vision, il y en a qui disent, bien, ils sont peut-être irréalistes, mais je m'en fous, on va l'essayer au moins, c'est d'essayer de dire quelles sont les barrières qui existent, qui ne permettent pas la collaboration entre nos institutions, puis qu'on favorise une mobilité d'idées, une mobilité de personnes, une mobilité de programmes et une mobilité de cours. Puis là, vraiment, avec le numérique, là, ça commence à être pas mal plus facile. Alors, quand on me dit l'Université de l'Ontario français, allez-vous faire comme le Collège des Grands Lacs, j'ai envie de dire, là, 20 ans passés, revenez-en. Là. Si vous avez un traumatisme, là, on n'est plus dans ce temps-là. Alors, je ne veux plus entendre ça de personne parce qu'on est, et je vais finir là-dessus, je pense que s'il y avait une petite préoccupation, c'est que dans le passé, c'était le repliement sur soi pour plusieurs des communautés, c'est qu'on se voulait se protéger. Alors, si tu embarquais dans mon territoire, tu me menaçais. Je pense qu'aujourd'hui, l'avenir appartient aux grands ensembles. Puis le grand ensemble, là, il faut qu'il soit francophone, puis il faut qu'il soit à l'échelle du pays, puis qu'il soit ailleurs qu'au pays. Alors, moi, j'aimerais qu'on invente une façon différente, puis je crois que la politique cadre de promotion d'une francophonie sans frontières, en respectant les spécificités de chacun, les francophonies différentes. Toronto, c'est une francophonie fantastique, tellement diversifiée, mais que même la francophonie ontarienne a de la misère à gérer ça, OK? Elle ne sait pas trop comment accueillir cette nouvelle francophonie-là. Alors, nous, l'université, je pense que, et le monde de l'éducation, parce que c'est pas juste l'université, hein, on accueille toute cette francophonie-là. Et je crois qu'on doit co-construire des espaces pour ces grands ensembles-là. Puis, moi, je dirais que la politique doit favoriser, enlever les irritants bureaucratiques, financiers, permettre, comme la reconnaissance des crédits, passer des profs d'une année. Moi, des profs qui ont dit hey, « j'aimerais ça être en milieu majoritaire » ou des étudiants. Et on a parlé de ça, qu'il y a des jeunes qui n'ont jamais vécu. Moi, je vais vous dire personnellement que mon mari et moi, on a quitté l'Ontario après nos diplômes parce qu'on dit hey, on a envie de vivre comme majoritaire. On s'est en allé au Québec, on s'est en allé à Bécomo, ensuite à Rouyn-Noranda. Mais quand tu n'as jamais vécu ça, en fait, ça te manque dans ton expérience humaine. Et moi, je pense que les gens qui n'ont jamais vécu la minorité, ça leur manque. Ils vont développer des sensibilités différentes, puis ça va faire une francophonie beaucoup plus puissante. Alors, donc, les universités, je pense qu'on peut jouer un rôle, puis on veut la mobilité. En tout cas, l'UOF la veut. On veut avoir des profs du Québec, on veut avoir des profs d'ailleurs, on veut l'envoyer, on veut que des étudiants arrivent de partout, parce que c'est ça qui est la force. Et c'est l'innovation.
Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aimerait amener son grain de sel à comment le gouvernement du Québec peut appuyer l'émergence de nouvelles solidarités et aussi à quoi il faut être particulièrement sensible? Encore une fois, merci aux panélistes. Moi, j'aurais 2 observations ou 2 recommandations à faire à partir de ce qui a été dit. Encore une fois, on procède méthode UOF par induction, de méthode inductive par l'expérience. Quand on parle de co-construire des espaces, je pense que c'est une notion assez intéressante. Évidemment, cette co-construction doit prendre en compte que les rapports ne sont pas toujours à égalité, mais cela étant dit, cette co-construction me fait penser à ce matin quand Mme Harel disait qu'il y a déjà eu des forums, des tables sectorielles qui étaient liées à la politique où les gens se rencontraient régulièrement. Je pense, moi, qu'il faudrait approfondir ce concept et voir comment, avec la politique du Québec, on peut structurer des secteurs d'intervention dans lesquels le Québec participe avec les autres francophones à l'échelle canadienne à organiser des secteurs. On a parlé d'une vision ce matin, de thèmes rassembleurs, d'idées communes. Mais ces secteurs, on les a devant nous. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'économie, le droit, l'immigration. Ce sont tous des secteurs dans lesquels il y a beaucoup d'acteurs. Et pour que la politique ne soit pas qu'une politique qui ne finance que des projets entre des groupes, on a parlé ce matin de mieux structurer la relation par des offres, des prêts de services ou des projets plus à long terme. Mais moi, je pense qu'il faudrait ajouter dans un plan d'action, par exemple, l'idée qu'il y a des secteurs à structurer. Et comment on structure ces secteurs, ça, je pense que c'est un travail intéressant pour les gens du gouvernement du Québec qui sont ici aujourd'hui. Et la sensibilité qu'il faut avoir. Alors ça, cette sensibilité, c'est particulièrement important parce que on le sait que des fois, il y a des gens qui ont des thèmes malheureux pour parler des francophones hors Québec. On sait que cette sensibilité a été vraiment à fleur de peau pour les gens de la vieille garde comme moi, là, qui avons vécu Meade, Charlottetown, etc. Là, on est plusieurs dans la salle. On n'a pas toutes les têtes grises parce qu'on a des bons coiffeurs, mais on a quand même une expérience derrière nous qui nous oblige à prendre conscience que le Québec, non, n'est pas un État parent. On a voulu faire reconnaître que le Québec était un foyer, même ça a été difficile, parce que les francophones hors Québec ne s'identifient pas tous au Québec comme étant le lieu de passage obligé de la francophonie. C'est un lieu de passage obligé pour beaucoup de francophones, mais quand on pense à tous les immigrants francophones qui arrivent au Canada, qui ne sont pas au Québec, bien, pour eux, le passage n'est pas nécessairement non plus le Québec. Alors, notre capitale est à la fois Québec et le Québec, mais en même temps, notre capitale est aussi Toronto, est aussi Ottawa, Saint-Boniface, etc. Donc, et ça demande une certaine sensibilité que si les francophones ne s'identifient pas tous au Québec, tous s'identifient, incluant les Québécois, à la francophonie. Alors, on ne peut plus se penser cette politique en fonction d'un centre qui est... uniquement à Québec, même si Québec est un centre important. Alors, je ne veux pas trop jouer sur les mots, mais je pense que ça, c'est important à prendre en compte que chaque francophonie a sa réalité et qu'elle s'identifie aussi à son milieu. Merci. Merci. Brièvement, s'il vous plaît, les sensibilités et les solidarités. Oui, bonjour. Moi, c'est Guillaume Deschênes-Thériault, étudiant en doctorat à l'Université d'Ottawa. Mon commentaire, ça serait un peu pour continuer là-dessus au niveau des secteurs. C'est aussi dans ces secteurs-là, on peut aussi appuyer des échanges d'expertise parce que tout de suite, avec le programme d'appui à la francophonie, on appuie surtout des projets ponctuels entre organismes. Mais on peut imaginer aussi entre les secteurs, par exemple dans le domaine de l'immigration francophone, au Québec, il y a une riche expertise en matière de régionalisation de l'immigration, avec le financement particulier en intégration. Il y a différents outils d'intégration de la population immigrante qui sont développés en français au Québec. Dans les communautés francophones, hors Québec aussi, on n'est pas...
Il y a beaucoup d'innovations qui ont été faites dans les 15 dernières années. On a nos communautés francophones accueillantes qui vont développer différents projets au cours des 2 prochaines années. Il y a quand même une riche expertise aussi à l'extérieur du Québec. Il y a des espaces, quand on appuie des secteurs d'échange, c'est que le Québec peut aussi bénéficier de ce qui se fait ailleurs, au Canada. Puis nous, on peut bénéficier de ce qui est développé au Québec. Puis ça, c'est pas juste en immigration, il y a en santé, tout ça. Donc, au lieu de seulement appuyer des projets ponctuels à court terme, on peut aussi appuyer des échanges, des espaces d'échange à plus long terme qui ont des impacts quand même, qui peuvent avoir des impacts structurants sur une visée à plus long terme. Merci. Bonjour, Jean-Gilles Pelletier. Excusez de vous interrompre. On a Mariette Muller qui va probablement quitter très bientôt. Alors, je voulais quand même prendre le temps de la remercier d'avoir fait ce voyage et d'avoir amené son point de vue très éclairant sur ces questions ici. Bonjour, Jean-Gilles Pelletier, directeur général de la Société Santé en français. Bonjour, Raïssa, content de te revoir. Je veux juste mentionner quelques points. Si on parlait tout à l'heure, Alain a mentionné la notion de principes fondamentaux. Je vais faire un peu de millage sur ton idée. Dans le contexte du développement d'une politique québécoise qui porte sur les minorités de langues officielles, minorités francophones. 2 principes. D'abord et avant tout, ce que j'aimerais aussi faire, et tu me pardonneras, Rémi, mais comme observateur de la scène linguistique, politico-linguistique canadienne, j'aimerais quand même mentionner le fait que les gens autour de la table, et Mariette nous quitte, mais les gens qu'on a autour de la table aujourd'hui, c'est des vrais acteurs qui portent la francophonie sur leurs épaules. Et nous, on fait partie du monde associatif, mais les gens qu'on a devant nous ici, c'est des vrais doers. C'est des gens qui font avancer la francophonie day in, day out. Alors, j'aimerais qu'on souligne leur contribution. Merci beaucoup. Je le mentionne parce que je trouve qu'on ne le fait pas assez et que c'est souvent ce travail-là qui est dur. On se lève à 9 h le matin, on se couche, on revient du travail, on va au travail à 9 h, on revient à 6 h, 7 h, 8 h du soir. Et on fait partie d'une multiplicité de comités, sous-comités, des réunions tôt le matin, des réunions tard le soir. Et c'est ça qui fait avancer notre communauté. Alors, merci beaucoup. 2 grands principes sur lesquels j'aimerais que la politique québécoise se penche. Dans un premier temps, le principe que j'aimerais soulever, c'est le concept d'appartenance ponctuelle versus l'appartenance continue. Alors, ça fait référence à l'idée de la langue pour la langue versus la langue pour quelque chose. Et si je suis francophone, je vous donne l'exemple d'un Jean-Gilles Pelletier qui a vécu 31 années à Toronto. Je vis à Toronto, je suis francophone, d'accord, mais si je ne consomme et ne produis pas, et c'était au cœur de mon séjour, de mon passage au Centre francophone, si je ne suis pas un acteur de la francophonie, si je ne m'affiche pas comme francophone, si je ne produis pas comme francophone et si je ne consomme pas comme francophone, je suis invisible et je ne compte pas. Donc, principe important au niveau de la politique du Québec, favoriser les opportunités de déclaration de cette francophonie au niveau de l'individuel. Essentiel. Sinon, on n'est même pas un blip sur l'échelle Richter de la francophonie à travers le pays. Et ça faisait partie fondamentalement de nos interventions au Centre francophone quand j'étais directeur du Centre francophone pendant 11 ans. Donc, de maximiser le nombre d'opportunités de déclaration d'appartenance individuelle à la francophonie. C'est ça qui fait que notre francophonie est riche et elle est porteuse. Dans un deuxième temps, l'autre principe que je veux mentionner, c'est le facteur absolument essentiel qui doit être au cœur de notre priorisation de nos actions au niveau de la langue comme étant un vecteur essentiel. Un vecteur, j'utilise beaucoup le mot vecteur, ça va rejoindre nos amis qui sont plus érudits que moi. Vecteur de développement et vecteur qui joue un rôle au niveau de la qualité de la relation entre le citoyen et le gouvernement. Et je pense, évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, je pense au niveau du domaine de la santé, la langue est un vecteur essentiel au niveau de la qualité thérapeutique. On se rejoint un peu, et ça, je suis désolé.
La langue devient donc un vecteur essentiel au niveau de la qualité de la relation thérapeutique entre la relation entre le gouvernement et le citoyen. Et si on ne porte pas attention à cette qualité de la relation, on va manquer le bateau et ça se produit tous les jours dans le domaine de la santé aujourd'hui, partout au Canada, et c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille. Et j'encouragerais clairement le gouvernement du Québec, avec toutes les ressources que vous avez à votre disposition, mais en collaboration avec l'ensemble des partenaires ici, à travailler d'arrache-pied sur les secteurs qui font donc de cette relation essentiellement qualifiable au niveau linguistique une relation de qualité au niveau de la relation entre le gouvernement, les gouvernements provinciaux, le gouvernement fédéral et les citoyens du Canada. Merci. Je vais maintenant passer on avait quelques questions supplémentaires pour notre panel, puis on manque sérieusement de temps. Alors, je vais un peu tout mettre en vrac, puis si on a le temps, on pourra ouvrir la salle. Alors, j'aimerais ouvrir la possibilité pour nos panélistes d'ajouter des éléments de réflexion si vous avez vraiment quelque chose à dire sur la vision, les principes, les secteurs d'activité et la gouvernance de la nouvelle politique du Québec en matière de francophonie canadienne. Aussi, si vous pensez qu'il y a une possibilité pour d'une politique qui pourrait reposer sur le principe de co-construction, comme on en a discuté ce matin, c'est-à-dire une politique qui serait conçue avec les différentes parties prenantes au sein des francophonies québécoises et hors Québec. Mais aussi, on en a parlé un peu ce matin, Mme Pinchot avait soulevé ce point ce matin, là, c'est quelle importance faut-il accorder à la promotion du français et des cultures francophones auprès de la population majoritaire au pays et majoritaire dans toute sa diversité, bien entendu, et quel devrait être le rôle du Québec sur cette question et en collaboration avec qui? Madame Adam, brièvement, s'il vous plaît, je suis désolée, on manque de temps. Je vais essayer d'être brève. D'abord, je pense que je vais mettre dans ces deux cas, je vais mettre mon chapeau d'ancienne commissaire Hollande. D'abord, pour la politique déjà existante, moi, je trouve que c'est un beau texte. Je l'ai relu, puis il y a toutes sortes d'éléments là-dedans qui méritent. Mais comme ancienne commissaire, mon premier réflexe, c'était de dire, OK, puis quelqu'un y aurait fait une mention, puis en fait, c'est le signataire de la politique, Benoît, qui a parlé d'un plan d'action. Mais moi, je cherchais le plan d'action, OK, parce que je suis une ancienne commissaire, il faut qu'il y ait un plan d'action. Puis non seulement ça, je voulais savoir s'il y avait eu des évaluations. Quelles sont les réalisations? Puis j'ai rien trouvé en ligne. Mais là, en écoutant les panélistes, j'ai réalisé qu'il y avait un tas d'affaires qui s'est passé. Mais tu sais, c'est pas facilement accessible. Alors, ça, je crois qu'on pourrait, comme il me semble, co-construire un mode de gouvernance. Pour moi, ça appartient au facteur gouvernance d'une politique, comment on rend compte, non seulement aux contribuables québécois qui vont payer ou investir là-dedans, mais aussi aux parties prenantes. Si on fait une co-construction, donc peut-être un système de co-construction de gouvernance avec, bien sûr, un plan d'action. Alors ça, c'est mon petit. Et l'autre, bien, c'est la promotion. Alors, Rémi en a parlé de la promotion, la loi Ascadi sur les langues officielles, on y aurait fait référence ce matin aussi. Quand j'étais commissaire, moi, j'ai mis beaucoup d'importance sur la dualité et la diversité. Et j'avais fait 2 études avec mon équipe. On avait lancé 2 études sur l'immigration. Si aujourd'hui, on parle d'immigration dans les langues officielles, dans les communautés de langues officielles, c'est le commissariat à l'époque qui avait lancé 2 études, qui a sensibilisé, puis à l'époque, vous dites, le gouvernement de M. Chrétien et M. Dion, qui était là, notre premier ministre des langues officielles, tout de même, le premier plan d'action. Ça a été comme on n'a pas connu autant d'expansion dans les langues officielles que moi, j'ai eu le privilège de connaître quand j'étais commissaire. Et je trouve que la promotion, je vais vous raconter une anecdote, j'avais à l'époque fait un tas de consultations pour savoir quelles devraient être les priorités pour nous, sur quel clou le commissariat devrait vraiment frapper là, au-delà des fameuses plaintes faites au commissariat. Puis on avait fait une série de consultes et j'avais invité évidemment les gens qui connaissent les politiques linguistiques au Québec, que ce soit surtout la bureaucratie. Bien, vous saurez que c'était très difficile pour eux de participer. Ils devaient avoir une permission spéciale. Puis finalement, j'ai vu mes homologues québécois beaucoup plus souvent à l'étranger qu'au pays.
Et j'ai appris beaucoup. Pourtant, on avait des régimes linguistiques très différents, comme on l'a mentionné. Et pour moi, la loi sur les langues officielles et la Constitution canadienne, la 16.3, moi, c'est un des articles que j'aimais beaucoup parce qu'il parlait de promotion. Puis il disait, la 16.3 reconnaît le principe de progression vers l'égalité de statut et d'usage du français et de l'anglais au Canada. Mais quand la progression, ça dit que tu ne l'as pas atteint, l'égalité. Tu es vraiment en cheminement. C'est inachevé, cette affaire-là. Et alors, pour moi, c'est admettre que l'égalité réelle entre les Français et l'anglais est une œuvre bien inachevée. Et moi, c'est cet article-là que je mettrais en exergue tout le temps avec les anglophones du pays, parce que et qu'on doit, à mon avis, et pour le Québec, c'est un acteur incontournable et indispensable pour que le français rayonne au Canada. Et trop souvent, et on l'a mentionné aussi, on fait la promotion, c'est le fédéral qui prend le lead, qui devient le leader, alors qu'on manque 8 millions de nos francophones dans cet exercice-là. Et je vous dis qu'avec le poids des minorités acadiennes et francophones et le Québec, moi, je pense que la progression vers l'égalité de statut, on joint notre poids à différents et j'aimerais qu'on parle de solidarité stratégique. Parce que moi, je crois qu'il faut vraiment développer une stratégie, comment utiliser notre masse, parce que des fois, ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la façon qu'on s'y prend. Et je pense que le Québec est prêt. Du moins, je n'ai jamais senti une solidarité comme ça. Il nous arrive de partout. Et je trouve que... et j'aimerais finir avec ça. Il y a une phrase qui m'a vraiment... dans la politique actuelle, je finis avec ça. C'est à la page 21. On parle de la jeunesse francophone. Et puis, dans cette politique-là, on dit « Puisque les jeunes ne vivent déjà plus tout à fait au rythme des communautés dans lesquelles ils sont nés ou ils ont grandi, et bien qu'ils restent conscients de leurs racines, le monde est désormais leur univers. Le monde est désormais leur univers, le numérique. Hein? Et le Québec aimerait les aider à s'y inscrire en français. Mais moi, je crois que cette phrase résume parfaitement la nécessité et l'urgence pour le Québec et le Canada et les communautés francophones et acadiennes de se mobiliser ensemble pour que la jeunesse d'aujourd'hui, qui navigue littéralement dans des mers largement anglophones, parce qu'ils sont dans le salon, mais ils ne sont pas nécessairement dans un territoire francophone, alors, c'est un monde sans frontières. Alors, moi, c'est ça qui s'inscrive en français, puis il faut que ça rentre. Et il faut que ce monde-là soit accessible aussi dans leur salon, mais en français, dans le numérique, parce que ça se passe beaucoup là pour la jeunesse. Alors, une phrase très importante à mes yeux dans votre politique actuelle. Merci. M. Pianet? À cette question-là, moi, je vous demanderais d'imaginer que nous avons un aquarium devant nous, en fait, et qu'il y a des poissons là-dedans, et puis ces poissons-là sont du même groupe, en fait. Et alors que dans un océan, il y a plusieurs sortes de poissons qui peuvent rentrer dans cet aquarium. Alors, donc, au niveau de la co-construction sur la diversité, c'est important d'insister sur le savoir agir et le savoir-être, faire la différence entre ces deux, parce que ça pourrait avoir un impact au niveau identitaire, de vouloir faire à ce que tout le monde se ressemble, tout le monde soit pareil. Et je reviens sur mes identités francophones, provinciales, qui vont favoriser une francophonie caméléon. Donc, quand on est francophone en Ontario, on s'adapte à cette couleur-là. Quand on est à Saskatchewan, on s'adapte à cette communauté dans cette partie du pays. Quand on est au Manitoba, etc. Et donc, je pense qu'à cette francophonie-là, tout le monde pourra bénéficier parce qu'en fait, c'est juste un ajustement par rapport à son milieu. Et c'est ce qui est la force du caméléon, d'être capable
de rester caméléon, mais de changer de couleur et sans perdre son identité, quoi. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette question-là. Je vais juste répondre. Madame Naoto. Je vais répondre brièvement, je sais que mon taxi m'attend. À la question de co-construction, je vais renforcer ce qui a été dit, mais l'une des choses qui n'a pas été mentionnée, c'est la définition des rôles et responsabilités. Je pense que dès le début, il faut définir les rôles et les responsabilités de tous à l'égard de la francophonie. L'autre chose, ce serait, on a parlé de table de concertation. Il faudrait quand même qu'on ait un mécanisme permanent de concertation. Sinon, on risque de perdre notre vision. À la question pour comment quelle importance accorder à la promotion du français, je pense qu'il serait important de communiquer et de persuader les anglophones et les allophones. Il y a beaucoup de préjudices qui existent lorsqu'on essaie de promouvoir la francophonie. Les anglophones souvent se sentent menacés. Prenons à titre d'exemple l'affaire de la nomination des juges bilingues à la Cour suprême. Beaucoup d'anglophones ont pensé que l'exigence d'avoir des juges bilingues va écarter beaucoup de candidats anglophones. Je pense qu'il y a du travail à faire pour persuader ces groupes que le fait de promouvoir le français ne va pas porter préjudice aux droits des anglophones, d'où l'importance de la dualité linguistique. Alors, au nom des organisateurs, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite un bon retour. Rémi, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter à cette question? Juste rapidement, si vous me permettez, je rappelle le point que Linda faisait dans son commentaire lorsqu'elle disait structurer des secteurs d'action ou d'activité. Et en fait, c'est peut-être ça la leçon principale des modèles de solidarité ethno-nationale ou linguistique que je mentionnais. Ces modèles de solidarité, en fait, permettent d'identifier des secteurs d'action. Et selon le modèle qu'on étudie, chez les Basques, par exemple, ils ont structuré plusieurs champs d'action, de collaboration transfrontalière. Et chez les Danois, ils ont visé quelques secteurs d'action. Et donc, il y a peut-être là une leçon intéressante, aller voir les secteurs qui ont été structurés, comment ils ont été structurés, et est-ce qu'on peut s'en inspirer pour structurer notre action qu'on souhaite faire ensemble, Québécois et francophones du Canada. C'est tout. Merci. Il y avait une personne qui voulait prendre la parole précédemment. Est-ce que vous voulez toujours faire votre commentaire? Puis après, on va malheureusement clore, mais je pense qu'on peut encore en discuter. Oui, bien sûr. J'essaierai d'être bref. Merci certainement à Linda Cardinal et à M. Normand. Le travail invisible, un travail de l'ombre est souvent ignoré. Merci aussi à ce panel très diversifié. On a parlé d'économie, de diversité, d'immigration, de solidarité, et c'est bien là-dessus que j'aimerais intervenir. J'ai été particulièrement touché par le propos de Mme Adam et de Rémi Legère. Vous avez évoqué la solidarité, et ce sont des grands principes comme la liberté, l'humanisme. Ce sont des abstractions qui ne veulent rien dire jusqu'à ce qu'on mette un contenu dans ce grand vase. Et étant donné que vous avez parlé de l'université, qui, je crois, est l'institution primaire pour la survie intellectuelle et culturelle des sociétés, serait peut-être d'élaborer un programme de solidarité académique qui nivellerait les frais de scolarité sur les frais de scolarité, les frais de scolarité hors Québec, dans les campus francophones, sur les frais de scolarité du Québec, de façon à rendre systématiquement plus attrayantes les programmes d'études dans les campus francophones, de manière à convaincre, bien sûr, les francophones hors Québec à étudier dans leur campus francophone et, bien sûr, à créer une armée d'anglophones de langue maternelle qui seraient ensuite des alliés, bien sûr, de la culture francophone hors Québec. Alors, je me demandais si cette forme de solidarité c'était celle-là dont vous parliez, M. Legère. Dans le contexte politique actuel, je pense en effet que M. Kenney, Ford, Higgs seraient certainement très intéressés à réduire les frais de scolarité. Blague à part,
Oui, en termes d'université, je ne pensais pas aux frais de scolarité, mais 30 secondes pour dire que une chose que je pense qui serait très utile pour les chercheurs dans les universités francophones, et je pense notamment à l'Ouest canadien, c'est la venue d'étudiants à la maîtrise et au doctorat, même si et je ne parle pas d'étudiants québécois qui viennent faire un doctorat à Simon Fraser University dans mon université en anglais. Je parle spécifiquement d'étudiants de l'Université de Montréal, Laval ou l'UQAM qui font un doc dans ces universités, mais viennent faire des séjours chez nous de 8 mois, d'un an et demi, parce que l'un des enjeux pour les chercheurs francophones, notamment dans l'Ouest canadien, ce sont des assistants de recherche. Et il n'y a personne pour nous appuyer dans nos travaux en français. Et ça sera aussi l'occasion, lorsqu'on fait venir ces gens du Québec pour travailler au Manitoba pour une période de temps, en Alberta, en Colombie-Britannique, mais c'est aussi une façon de les sensibiliser à la réalité francophone à l'extérieur du Québec, de les solidariser à la réalité francophone et finalement d'en faire des chercheurs de la francophonie canadienne, possiblement. Et donc, il y aurait là peut-être une belle occasion, et moi, ça me ferait plaisir d'accueillir à chaque année plusieurs doctorants du Québec pour m'accompagner dans des travaux de recherche sur les politiques linguistiques, les modèles de gouvernance linguistique. Et je pense que oui, ça m'aide dans mes projets, mais c'est pas altruiste, c'est pas seulement altruiste. C'est que l'idée aussi, c'est, comme je dis, de former une nouvelle génération de chercheurs canadiens qui s'intéressent à la francophonie canadienne. Et comment mieux le faire que de les faire passer des séjours chez nous, dans nos universités de la francophonie canadienne. Alors,